Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours, du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles bien entendu. Aujourd'hui, Bien dans son job, on parle des animaux. Oui, emmener son animal de compagnie au travail, possible ou pas. On en parle avec Florian Consbeltrand, il est Head of Communities de WOO. Il va tout nous expliquer. Les entreprises s'engagent avec un jeune, une solution à la rencontre de deux entrepreneurs. Ils sont traiteurs et ils embauchent. Ils nous feront partager leur passion dans les entreprises s'engagent. Et puis dans le cercle RH, un grand entretien avec la DRH du groupe Séché, l'un des leaders mondiaux dans le secteur des déchets, mais surtout dans le secteur de la dépollution. Plus de 5000 salariés en France et dans le monde. On fera le point avec la DRH du groupe Séché. Puis on termine avec Fenêtre sur l'emploi 2022, l'occasion ou jamais pour les cadres d'être augmentés. On fera le point avec Julien Breuil. Il a tous les chiffres. Julien Breuil, directeur relations entreprises, groupe EDC Business School. Voilà le programme. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job. Et si j'avais un chien là à mes pieds, tranquille, en train de dormir, et que je l'avais accompagné finalement dans tout mon processus professionnel, en un mot, un animal de compagnie au bureau. Est-ce que c'est possible? On en parle avec Florian Consbeltrand. Bonjour Florian. Bonjour. On est très heureux de vous accueillir. Alors, Merci. Head of Community, je vais essayer de bien le prononcer, de WOO, Oui. qui est une agence digitale créée en 2015, Ouais. qui est spécialisée dans le social media, le branding, l'influence aussi. Exactement. D'ailleurs. Alors, c'est intéressant parce que, on va bien sûr parler de ces animaux de compagnie sur lesquels vous avez un avis très précis, mais pourquoi votre agence, qui fait plein de choses, qui accompagne de très belles marques, a choisi là aujourd'hui de nous parler de ce sujet? C'est un sujet qui nous tient à cœur parce que c'est le cas depuis le premier jour chez WOO. Donc ça fait 7 ans qu'on est dog friendly et qu'on voulait un peu généraliser et porter haut cette voix en France. Alors, dog friendly, ça veut dire que chez vous, si je vais chez WOO, Ouais. après l'émission, je viens vous voir, il y a des chiens. Il y a des chiens. Là, il y en a une. Il y a une chienne. Ouais. Et elle est là, c'est le chien du patron. C'est la mienne, en l'occurrence. C'est la vôtre. Ouais. Et donc, vous l'amenez tous les jours? Quasiment tous les jours, ouais. Juste, on va parler du sujet, mais ça vous concerne directement. Et si vous en parlez, c'est parce que vous êtes peut-être un usager de cette... Ça s'est passé comment la première fois que vous êtes rentré avec votre chien au bureau? La première fois, c'est Agathe Nicole, du coup la fondatrice de l'agence, qui avait déjà un chien quand on a commencé l'aventure. Donc dès le premier jour, il y avait son chien. Et de fil en aiguille, on est monté à 3, puis 5, etc. Et du coup, c'était déjà le quotidien de l'agence. Mais c'est un chenil, en fait. Alors non, il y avait un chien pour le démarrage. Et moi, ça me trottait un peu dans la tête. Et c'est vraiment l'argument qui a fait me décider sur l'adoption. Parce que je ne voulais pas d'un chien qui reste à la maison tous les jours, toute la journée. Oui, parce que l'enjeu, ce qui est intéressant dans votre démarche, c'est que c'est aussi une manière de ne pas abandonner les chiens, de ne pas les rendre malheureux. C'est de se dire, après tout, je l'emmène au bureau parce que sinon, il va me bouffer les canapés et il va être malheureux. Clairement. En fait, ce qui est intéressant pour nous aussi, c'est vraiment c'est un message engagé. Parce qu'on a vu que pendant les confinements, il y a eu une augmentation des adoptions. Et le retour à la réalité a fait mal parce que les gens se sont dit, en fait, j'ai peut-être pas le temps que j'aimerais avoir. Donc, du coup, il y a eu environ 10% d'augmentation des abandons après les confinements. Et pour moi, si cette pratique était généralisée, ce serait une manière d'inciter à l'adoption responsable en emmenant son chien de temps en temps au bureau. Donc le message « Take your dog to work day », dog friendly, on voit évidemment l'influence anglo-saxonne. Vous dites non seulement c'est bon pour les animaux, c'est bon aussi pour les collaborateurs. Parce que je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé quand ce chien est arrivé, il est devenu la mascotte, on a commencé à communiquer avec lui. Comment ça s'est passé? Alors c'est devenu la mascotte, il y a elle, mais pas que, il y en a d'autres. Et nous, on a observé pas mal de bienfaits. Mais pas que nous, c'est-à-dire qu'en parallèle, il y a eu des scientifiques qui s'y sont mis dessus, il y a eu aussi des études qui ont prouvé tout ça, et il y a différents bienfaits. D'abord, au point de vue collaborateur, individuel, c'est prouvé scientifiquement par des Japonais en 2015, que le contact avec un chien développe l'ocytocine, qui est l'hormone du bonheur. Et donc du coup, le fait de caresser un chien, de s'en occuper, etc., ça développe le bonheur. Et en parallèle, ça fait baisser le taux de cortisol, qui est l'hormone du stress. Du stress. Voilà. Et en fait, rentrer dans le bureau de son patron avec le chien, ça casse quelque chose, ça casse l'espèce de rapport comme ça, parfois un peu formel, un peu tendu. Ouais. Et donc pour le collaborateur, chez nous en tout cas, c'est vraiment un plus. Les gens sont contents. Et même quand ils sont pas là, on se demande où ils sont, quoi. C'est un pitbull, votre chien? Non, c'est une croisée de la Réunion. D'accord. Non, mais je disais, je cite cette race de chien.
c'est jouable si tous les collaborateurs se disent tiens, chez Woo, nous on va venir avec notre chien. Il y a un chien de combat. Est-ce que si on va au bout de la logique, est-ce que c'est pas un peu compliqué finalement? C'est compliqué. Nous, ça marche parce que ça concerne environ 10% des collaborateurs. Donc, entre 5 et 8 collaborateurs sont concernés. Donc, il faut les gérer, ces chiens, quand même. Il faut les gérer, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont là tous en même temps, tous les jours. D'accord. Flex office pour les chiens. Voilà. Et il y a des gens qui les amènent une fois par semaine. Il y en a, c'est un peu plus souvent, un peu plus rarement. Enfin, c'est rare qu'il y ait plus de chiens ensemble au bureau. Mais ce qui est intéressant, c'est de votre cas personnel. Vous faites aussi un combat. Exactement. Le combat, c'est quoi? C'est de dire quoi à ceux qui nous regardent? Déjà, n'abandonnez pas vos chiens. Ouais. C'est ça. C'est n'abandonnez pas vos chiens parce que cette pratique, elle est en train d'arriver en France et j'espère qu'elle va se généraliser. Forcément, il faut un cadre, il faut des règles. Chez nous, c'est des règles qui sont un peu informelles à partir du moment où le chien est en bonne santé, est sociable et propre. Il n'y a pas de raison qu'il soit refusé. Dans les plus grosses boîtes, nous on est 60 chez nous, donc ça reste gérable. Dans les plus grosses boîtes, en effet, il faut peut-être un cadre plus précis, donc ça peut être une charte, ça peut être des zones qui sont délimitées, etc. Ça veut dire qu'il faut effectivement l'organiser, même pour les sorties du chien, parce qu'il a besoin, même s'il est au bureau avec vous, il faut quand même qu'il sorte faire ses besoins. Enfin, tout ça, ça s'organise. Vous le vivez comment? Vous êtes en visio, vous dites attendez, je vais quand même faire sortir mon chien parce que là il n'est pas content. Comment ça se passe? Moi, j'ai la chance qu'elle est relativement calme et simple. Donc, elle sort quand je lui dis sortir, et sinon, elle fait sa vie ou elle se pose dans un coin et elle dort. Donc voilà. Et après, vous, ça vous apporte quoi d'ailleurs en tant qu'être humain à l'égard de votre animal? Ça vous conforte, ça vous rassure, ça donne une protection? Qu'est-ce que ça provoque? Pour les propriétaires de chiens, je pense que ça ramène, oui, de l'assurance. Donc, ça me rassure qu'elle soit là. Mais surtout, ça permet d'apporter plus d'équilibre entre vie pro et vie perso pour les collaborateurs. Ouais, c'est une sorte de cordon ombilical finalement. Voilà. Et en tout cas, il y avait en France, il y a Purina, je crois, qui a fait une étude sur ce sujet et qui montrait qu'en effet, 40% des propriétaires qui amenaient leurs chiens au bureau disaient qu'ils pouvaient retrouver un équilibre entre les deux. Alors, autant on peut imaginer qu'on vienne avec son chien, mais un collaborateur qui vient avec son fils ou sa fille pour des raisons particulières liées à la maladie de la nounou ou la fermeture de l'école pour grève, ça fait tout de suite plus bizarre. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Ouais, nous c'est déjà arrivé aussi pour le coup. On a déjà des mamans qui sont arrivées qui oui. Qu'est-ce que je fais? Comment je fais quoi? Et je viens au boulot parce que j'ai des réunions et que je dois assurer. Et ça se passe bien aussi? Ça se passe très bien aussi. La suite, c'est quoi? Vous en faites un manifeste? Parce que j'ai vu que dans le Workplace Experience de 2021-2022, c'est un argument supplémentaire pour l'attractivité en entretien. Alors, expliquez-moi, ça rassure, ça détend le candidat, c'est ça l'idée? Alors, non. Alors, d'un point de vue collaborateur, dans le recrutement, ça peut faire un poids parce qu'on a eu des propriétaires de chiens qui se sont dit ici je peux amener mon chien, donc forcément c'est un argument supplémentaire à nous rejoindre. C'était le cas de 2 personnes récemment. Intéressant. Et du coup c'est un plus. Je reviens juste sur le côté best workplace. Je pense que du coup tous ces arguments et tous ces bienfaits sont prouvés parce que nous ça fait plus de 2 ans qu'on est labellisé du coup dans le top 30 des best workplace experience par les collaborateurs. À travers celle-ci notamment? À travers celle-ci notamment. Donc il n'y a pas que ça, il y a d'autres politiques de bien-être au travail, etc. Mais je pense que ça en fait partie. Donc le sujet dont on parle, qui paraît comme ça d'apparence assez léger, est un sujet de la qualité de vie au travail. Bien sûr, ça rentre dans ce domaine. Vous allez l'emmener jusqu'où ce sujet? Parce que là, je répète, vous dans votre agence, vous avez beaucoup de clients, vous accompagnez beaucoup de clients de très belles marques. J'ai vu Repetto, me semble-t-il, et quelques autres marques comme ça emblématiques. Vous emmenez le message aussi chez vos clients en disant mais vous n'avez pas de chien, comment ça se passe? Non, mais en tout cas, c'est un sujet de communication sur lequel on peut surfer parce que c'est un sujet sympa et qui nous met en avant de façon, je pense, plutôt cool et éthique. Donc, classement des 30, ça se situe comment par rapport aux 30? Vous êtes bien classé? C'est quoi le... on est dans le top 30 sur 300. D'accord, top 30. Voilà. Et le premier, c'est quoi alors? Qu'est-ce qu'il a fait de particulier en fait, c'est difficile à dire parce que c'est des études, c'est des questionnaires qui sont anonymes. D'accord. Auprès des collaborateurs. Donc c'est compliqué, Mais on est bien d'accord que cet élément du chien qui vient au travail, du chien de compagnie, c'est un des éléments qui vous a fait classer. C'est pas uniquement parce que les chiens viennent dans l'entreprise. Je pense que Vous pensez que c'est un des éléments déterminants? Du ressenti des collaborateurs, oui.
Donc, vous allez continuer. Vous n'êtes pas venu avec, d'ailleurs? J'ai hésité, mais non. Ça aurait été vraiment génial que, Oui. pour le coup, vous veniez jusqu'au bout ici avec votre animal de J'ai compagnie. hésité, ouais. Et inversement, et je fais un peu d'humour, mais le ressenti du chien pendant l'entretien d'embauche, est-ce que le maître peut ressentir aussi l'attitude de son animal qu'il connaît bien? Parce que vous connaissez bien vos animaux, vous les connaissez par cœur. Non, ça n'a pas d'influence. On va pas jusque-là. Vous n'allez pas jusque-là, quand même. Non. Le chien n'a pas un grognement quand il ne valide pas la personne en entretien. Non. Merci en tout cas Florian Consbeltran. Vous êtes Head of Communities de Woo, qui est une agence brand content et influence et social media avec 10% des effectifs. C'est-à-dire, c'est quoi les différentes races? Vous avez cité la vôtre, c'est quoi les chiens qui sont... Ça va du chihuahua au teckel jusqu'au labrador. D'accord. Donc toute taille. Avant de nous quitter, je pensais à cela. Vous n'avez pas quelqu'un qui promène votre chien, c'est vous qui le faites. Non, c'est moi. Non, parce qu'on voit dans Paris des gens qui emmènent 5 ou 6 chiens parfois. Non, c'est vous qui gérez votre chien. Bien sûr, chacun est responsable de son chien. Chacun est responsable de son chien et le gère en fonction de ses horaires de travail. Merci pour toutes ces précisions. Merci. À suivre ce débat de la présence des chiens sur les lieux de travail. Chiens et chats, il n'y a pas de chat chez vous? Pas encore, mais pourquoi pas. Ouais, ça peut être un autre sujet. J'ai vu qu'il y avait des cafés calinothérapie. Oui. On pouvait faire ronronner et on générait du relâchement grâce justement au ronronnement des chats. Merci Florian Consbeltran de chez Woo, de l'agence Woo. On se tourne maintenant vers les décideurs engagés, entrepreneurs audacieux, avec notre partenaire Un Jeune, une solution, à la rencontre d'un couple. Ils sont amis d'ailleurs, ils sont traiteurs et ils embauchent. Les entreprises s'engagent avec notre partenaire Un Jeune, une solution, des entrepreneurs, entrepreneuses audacieux qui s'engagent pour l'emploi des jeunes. Et j'accueille Mathieu Turin qui est avec nous et puis son associé Pauline. Pauline Ocasma. Absolument, je l'ai bien dit. Vous êtes cofondateur donc, de cette entreprise au nom éponyme, Mathieu et Pauline, traiteurs. Est-ce que j'ai raison de vous dire que vous êtes des traiteurs? C'est tout à fait ça, on est traiteur événementiel. Traiteur événementiel. Juste d'un mot, parce qu'on va parler de votre développement d'entreprise, 22 collaborateurs, ça cartonne, ça a explosé à la sortie Covid parce qu'il y a eu une forte demande, on va en parler. D'abord, votre histoire à vous, parce que ça démarre d'une très belle histoire, non pas d'amour, mais d'amitié, pour être précis. Absolument. Ça démarre au Georges V, parce que vous avez fait tous les deux de très beaux établissements. C'est bien cela, Pauline? Oui, tout à fait. Donc ça commence en 2008, on se rencontre avec Mathieu. On est tous les deux à l'époque chefs de rang au Georges V. Et maison prestigieuse. Belle maison. Et tout de suite, on se rend compte qu'on a les mêmes valeurs, la même rigueur, les mêmes ambitions. Donc plusieurs années. Et à ce moment-là, on se dit un jour, on va monter une boîte ensemble. Ça, c'est un truc. On montera une boîte. Exactement. C'était effectivement un petit leitmotiv. On s'est dit, on montera une boîte. On a les mêmes envies, comme le disait Pauline. 24 ans, vous avez quoi? 24, 25 ans? Non, Mathieu avait 19 ans et moi, j'avais 21 ans. Ouais, vous êtes tout jeune. Ouais. Trop jeune, en tout cas, pour monter la boîte. Oui, il fallait du temps. Il nous manquait d'expérience. Ferrandi pour vous, et puis... Strasbourg pour moi. Strasbourg pour vous, un papa étoilé Michelin. Exactement. Vous êtes tombé dedans tout petit. Et puis, vous décidez... Alors, à quel moment vous dites, on va essayer de rejoindre nos rêves? Alors, ça commence en fait en 2011, où donc moi, j'arrête l'hôtellerie complètement et je pars travailler pour un fonds d'investissement à l'île Maurice. Et en fait, mon patron de l'époque est sponsor des All Blacks via une marque de bateau dans laquelle il a investi. Nouvelle-Zélande. En Nouvelle-Zélande. Et il me dit, on a 3 mois de Coupe du Monde de rugby, donc on y va. Et il faut que tu me trouves des chefs, que tu m'organises des dîners, etc. Donc tout de suite, je pense à Mathieu. La colite arrive. Mathieu arrive, on organise des dîners, on se dit, mais c'est génial, il faut qu'on fasse ça. Mais évidemment, à ce moment-là, moi, je commence l'expérience, j'ai pas du tout envie de m'arrêter là. J'étais partie pour un contrat de 2 ans. Et Mathieu évoluait très heureux dans le domaine où j'étais. Et on s'est dit, ça nous confortait dans le fait qu'on était bien ensemble au travail. Et le fait d'être... Ça vous a rassuré pour développer et commencer à monter l'entreprise? Oui, exactement. Et on s'est dit, effectivement, on ne s'est pas trompé parce que là, on l'a fait pendant 10-15 jours ensemble. On était tout le temps ensemble à monter les projets. Et on s'est dit, oui, en fait, c'est une évidence de travailler ensemble. Traiteur haut de gamme, oui. avec des produits qualitatifs. On va y revenir. Alors, ça se trouve dans le 16e, ça c'est la vitrine. Et puis, c'est Beson. C'est Beson, les là où on fabrique les choses, avec, j'imagine, des produits de cycle court, travailler avec les producteurs locaux. Je pense que ça vous tient très à cœur. Bien sûr. Vous passez de 12 collaborateurs sortis Covid à 22. Oui. Donc une très forte accélération. On est une émission qui parle de recrutement. Vous, c'est la cuisine, c'est la qualité des produits, c'est travailler des produits, c'est servir une clientèle haut de gamme. Oui. Le recrutement, c'était difficile? Le recrutement a été difficile, oui et non. Pendant le Covid, c'est vrai qu'on s'est arrêté complètement. Pendant 1 an et demi, on n'a
voilà, on était quasiment à l'arrêt. Et on s'est posé les bonnes questions en disant, voilà, qu'est-ce qu'on veut maintenant, vers quoi on veut aller. Et on s'est dit, de toute façon, c'est évident que notre activité va reprendre, peut-être différemment. Et il faut construire l'avenir. Et l'avenir, dans notre métier, on a besoin d'humains. Et c'est là où on est allé vers Pôle emploi et on leur a dit, écoutez, nous, notre souhait, c'est une fois que le Covid sera entre guillemets terminé, c'est de repartir plus fort. Et pour ça, on a besoin d'humains, on a besoin de former des gens à nos métiers. Et on se rendait compte que pendant le Covid, beaucoup de personnes quittaient un peu l'hôtellerie-restauration. Parce que moins Et ils ne sont pas revenus d'ailleurs. Hein, Non, ils ne sont non. pas revenus. Ou en tout cas, trop peu Une forte d'entre eux. pénurie dans nos métiers. Donc votre stratégie, Pauline Mathieu, c'est quand même de partir du principe que comme les gens ne reviennent plus, il faut les former à votre main. Oui, Et Pôle emploi a répondu positivement parce qu'on va parler d'un jeune, une solution, parce Tout à que fait. cette idée de mettre en relation l'offre et la demande. Exactement. Et dès notre arrivée à Besançon, quand on a monté le laboratoire, on s'est tout de suite on s'est rapproché de Pôle emploi parce que c'était quand même des personnes importantes pour l'emploi. Et donc, on les a vus pendant le Covid et ils ont commencé à nous présenter les différentes aides à ce sujet-là. Et c'est là où on s'est dit, effectivement, profitons de ces aides parce que effectivement la masse salariale sera réduite pour former ces personnes-là à notre exigence, à nos valeurs, à nos métiers. Et Donc puis les leur aides, c'est- donner une chance, parce Ouais. que finalement, on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens à qui on ne donne pas la chance. Et en fait, ils ont beaucoup de capacités, ils ont envie, ils sont motivés, mais parce qu'ils ont un passé qui est peut-être difficile, les gens ne veulent pas leur donner leur Une chance. histoire scolaire, une histoire familiale, enfin Oui. bref, Exactement. une série de choses. Oui. Vous leur tendez la main, vous les intégrez, vous passez de 12 à 22. Oui. Est-ce que vous vous êtes appuyé sur cette plateforme Un jeune, une solution? Est-ce que vous avez joué l'alternance? Quelle stratégie vous avez développée? Les deux. Un jeune, une solution, effectivement, sur 2 biais, sur effectivement l'alternance. Avec les aides, hein, donc à Avec Nantes. les aides, exactement. Et effectivement, ce qu'on appelle les emplois francs, qui est effectivement une aide pour On n'en des parle pas secteurs... souvent vers des emplois francs. On n'en parle pas souvent et c'est vrai que nous, avant le Covid, on n'était pas très au fait de cette solution et c'est Pôle emploi qui nous l'a proposé et c'est vrai que c'est des personnes qui vivent dans des quartiers prioritaires de la ville qui nous sont confiées par Pôle emploi avec différents profils, dont plusieurs qui ne venaient pas du tout de l'hôtellerie-restauration, qui étaient complètement autre à chose. former intégralement. À Oui. former intégralement. Mais il faut profiter effectivement de cette aide pour les engager dans notre histoire, dans notre entreprise. Et ça tient, Pauline Mathieu, parce que vous avez recruté des gens, bon après vous tendez la main, vous aidez ces jeunes, ou pas d'ailleurs, est-ce qu'ils tiennent? Est-ce qu'il y a de l'engagement? Absolument. En fait, le fait de vraiment leur tendre la main et leur dire, écoute, viens chez nous, on va te former, on va t'apprendre un métier, etc. Et en fait, on se rend compte que les gens sont très reconnaissants parce que personne d'autre ne leur a laissé leur chance. Et du coup, ils se donnent vraiment à 100% dans ce qu'ils font au quotidien. Vous avez du recrutement en vue, les métiers, parce que quand on participe parfois à des cocktails, ça peut arriver, il y a ceux qui servent. Et tout à fait, les il y a- serveurs, les en maîtres extra. d'hôtel. En extra. En extra. Oui. Donc ça, ce ne sont pas des salariés que vous prenez pour la presta, mais il y a ceux qui vont décharger l'ensemble des livreurs, les chauffeurs-livreurs, Oui. qui jouent un rôle important. Exactement. Et puis il y a ceux dans les laboratoires qui fabriquent les produits à qui sont frais. Exactement. Vous recherchez quoi là aujourd'hui? À ce jour, on recherche des préparateurs de commandes. Donc, c'est des personnes qui, effectivement, ont préparé tout le matériel nécessaire à une prestation. On recherche des chauffeurs-livreurs, du personnel en cuisine et bientôt, je pense, d'ici septembre, des commerciaux pour pouvoir nous aider au développement. C'est-à-dire que vous êtes passé là tranquillement de 0 à 22 depuis la création sans avoir accéléré. Non. Comme ça, par le bouche à oreille, par le réseau. Oui, oui. C'est que le bouche-oreille et le réseau. On n'a jamais démarché depuis la création. de La société. qualité de nos services et de nos produits nous ont aidés effectivement à aller plus loin et à nous développer, c'est vrai. Vous regrettez pas votre alliance amicale? Pas du tout. C'est ça, hein? Pas du Non, tout. pas Vous du avez l'air tout. très heureux et épanoui d'être Ouais. ensemble. En fait, au début, tout le monde nous disait, mais tu es fou, tu es folle. Ça va pas coller. Ça va jamais coller. marcher Ah, bien sûr, avec bien sûr. un ami, etc. Mais en Ouais. fait, il faut pas oublier qu'avant d'être meilleurs amis, on était collègues. Collègues. Oui, et ça, c'est une vraie force et beaucoup On est de toujours monde... d'accord, surtout. Donc Oui, ça parce va qu'on- vite en fait. c'est génial. On a la même vision, on veut aller au même endroit ensemble, donc il n'y a pas de raison. Après, c'est des petits... Enfin voilà, Georges V, vous avez l'idée, vous êtes jeune, 21, 19. Là, vous en êtes où de vos rêves? Vous dites c'est Potel et Chabot dans 10 ans? Non.
Non, c'est pas Potel et Non, mais je sais pas, c'est Mais, à une échelle. Vous voyez, spontanément, Oui, Pauline bien dit sûr, non. Bien sûr. C'est Ouais. pas ça que vous visez. Non, c'est pas ça qu'on vise. Potel et Chabot est une très belle maison, trop grande maison à notre goût. Oui, trop grande immense maison. maison. Immense Ouais, maison. Et ce qui est important pour nous, c'est d'être proche et de nos collaborateurs et de nos clients. C'est Et ce qu'on donc aime. de la qualité, de Et fait. la Absolument. qualité. Et C'est quand très vous devenez important. très... Alors, évidemment, Potel et Chabot, ils sont extraordinaires. Ils arrivent à faire des dîners pour des centaines de personnes, etc. Et la qualité est là. Mais c'est vrai que quand ça devient très gros, tout est beaucoup plus dur à gérer. Et nous, on a cette proximité. C'est vraiment comme une société familiale. Et donc, évidemment qu'on veut grandir, qu'on veut développer la société, mais notre rêve n'est pas d'avoir un laboratoire qui fait 6000 mètres carrés avec 500 cuisiniers. Ce qui vous plaît aussi, c'est cette proximité, évidemment, qui transpire, qui se voit. Puis c'est cette relation humaine aussi avec vos collaborateurs. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se transmet, que vous voulez transmettre. Mais c'est une vraie passion qu'on essaie de transmettre. C'est vrai que c'est lorsqu'on fait des métiers humains, parce que nous, 99% de notre Ouais. temps, c'est effectivement avec des humains. Ouais. On pourra rarement Et puis remplacer. votre clientèle, il fait... Exactement. Oui, oui. Tout à fait. Et c'est ce qu'on aime, c'est partager avec eux, partager avec nos clients, partager avec nos collaborateurs, les aider à aller plus loin et à faire de grandes choses ensemble. Et c'est vrai que Potel, cet exemple-là, est à notre goût trop gros. On se limite toujours, on se dit, enfin voilà, à partir de 500 personnes en cocktail, on arrête parce que on n'arrive plus à maîtriser la qualité qu'on veut, à sourcer les produits qu'on souhaite, parce que nos petits producteurs... Il y a une vraie exigence, il faut aller sur votre Ouais. site pour voir qu'il y a une vraie exigence sur les produits, sur la qualité de vos produits. Donc il y a Exactement. l'amour du terroir et des produits qui Tout qui à vous fait. tient. Et de très bons produits, on ne pourra pas les faire pour 500, pour 1000, pour 2000 personnes, ce n'est pas Et possible. puis l'idée, c'est toujours d'offrir et de servir à nos clients ce que nous, on aimerait avoir. Donc on se met toujours à la place des autres, mais même pour nos salariés, c'est C'est du comment est-ce que respect. nous, on aimerait C'est du être respect. Ça s'appelle du traités. respect. Voilà, c'est ça. Si on veut de l'engagement, je pense que c'est la première chose. J'imagine que vous avez vu 10 fois Le Sens de la fête, ces traiteurs avec le livreur. C'est vrai, Il y a des choses les vraies, petits oui, fours c'est très- salés, quand on est un c'est peu très battu, drôle vous comme, les avez en caisse, les petits fours Ah salés non, ou pas? alors ça par contre, c'est quelque chose qu'on a découvert, les petits fours aux anchois. Ouais, je ne aux sais plus anchois, quoi. pour pouvoir Non. assécher. Alors, on n'a pas la chance d'avoir dans nos congèles des choses à sortir en dernière minute. Vous l'avez pas, ça. Non, ça on Mais l'a Ça, pas. c'est gage de qualité. Mais dans l'événementiel, il y a toujours des problèmes, il y a toujours des solutions. C'est ça. Voilà. Donc- Donc en fait, il faut être très agile, très adaptable. Très réactif. Exactement. Voilà. tout à Et fait. si je peux me permettre, avoir des collaborateurs, notamment les livreurs, Oui. qui soient des gens exigeants, Oui. qui fassent très attention à ce qu'ils transportent. Tout à fait. Et Et il y C'est a une pour ça grosse qu'on n'a inquiétude. jamais externalisé, nous, la livraison. Eh Et oui. que, voilà, on a vraiment nos livreurs, nos camions. Comme ça, on peut gérer oui. toute la chaîne Et sans c'est nos sans ambassadeurs, problème. c'est eux qui voient nos clients Oui. avant nous. Mm. Et C'est la vitrine de votre entreprise. Tout à fait. Pauline et Mathieu, c'est un vrai plaisir de vous accueillir. Mais nous aussi. Mathieu et Pauline, c'est comme ça, c'est dans ce Tout à fait. sens-là. On est Oui, d'accord, c'est vous dans ce assumez sens-là. totalement ce sens. Oui. On assume totalement ce sens. Pour la petite histoire, pourquoi ce sens? Parce qu'au départ, on faisait des dîners à domicile. C'est comme ça que l'histoire Ça a démarré commencé. comme ça, c'est avant que ça soit des grands. Exactement, c'était des dîners à domicile. Et en fait, Mathieu, j'officiais en cuisine pour le salé. Et Pauline passait en action pour le dessert et Ah. faisait tous les desserts. Voilà. C'était le sens du menu. Donc, dans le sens du menu. Mathieu, Exactement. Pauline, vous êtes des audacieux entrepreneurs. Vous cherchez aujourd'hui à recruter avec des commerciaux, parce que ça, on l'entend à partir à fait. de septembre. Pauline Ocasma et Mathieu Turin. Merci de nous avoir rendu visite. Merci Merci pour vous à avez vous mis de en- nous avoir reçus. C'est un vrai plaisir. Voilà, c'était les entreprises s'engagent avec ces traiteurs qui embauchent. Tout de suite, eh bien, on va recevoir la DRH du groupe Séché. Juste après la pause, on parlera avec elle évidemment de la stratégie de ce groupe peu connu du grand public, spécialisé dans les déchets et la dépollution. Leader mondial sur certains sujets, on fera le point avec elle sur sa stratégie de recrutement notamment. C'est juste après la pause. Le Cercle RH, aujourd'hui, un grand entretien avec la DRH du groupe Séché, Valérie Burgorg. Elle est notre invitée. Bonjour Valérie. Quelques mots d'abord sur le groupe Séché, parce que c'est que le grand public connaît peu cette marque, mais Dieu sait que le monde industriel et le monde de la dépollution et des déchets connaît votre entreprise. Entreprise familiale, mayonnaise, une belle saga, une belle ETI, plus de 5000 salariés Absolument. en France et dans le monde. D'abord, on a une tradition quand on accueille des DRH de belles entreprises, c'est d'essayer d'en savoir un peu plus sur vous, Valérie. Il y a des DRH qui sont très focus dialogue social, parfois bras de fer avec les syndicats. Et quand je vois votre parcours, j'ai plutôt l'impression que votre focus à vous, c'est la formation, l'accompagnement des collaborateurs. Oui, absolument, absolument. J'ai fait d'abord un DEA de sociologie et sciences de l'éducation que j'ai complété après par un master RH et management des organisations.
J'ai débuté ma carrière au CNAM, où je me suis occupée effectivement d'ingénierie de formation pédagogique, monter des programmes de formation pour ingénieurs, parce qu'à l'époque, où il n'y avait pas encore de sciences sociales, on a pu les introduire. Et puis, je me suis occupée de la diffusion de lecture scientifique et technique au CNAM. Au CNAM. Avec- Et j'ai vu un passage chez Veolia aussi. Absolument. Donc là, passé le CNAM, je pars chez Veolia. Ouais, c'est ça. Il y a un Effectivement. campus de formation. Tout à fait. Je me suis occupée des campus de formation en France. Et puis, effectivement, comme vous le disiez, vraiment un tropisme formation, développement des compétences, talent management. Et puis, je me suis occupée de la filière finance du groupe Veolia pendant 10 ans, avant ensuite de rejoindre une entreprise de conseil. Conseil, et pour arriver aujourd'hui, DRH du groupe Séché. Absolument. C'est compliqué parce que c'est une entreprise qui est très intéressante parce qu'elle est au cœur des enjeux stratégiques du monde, j'allais dire d'aujourd'hui et de demain. Les déchets, Exactement. avec des marchés publics, tri, déchets, et puis ça c'est 20%, et 80% c'est la dépollution. Alors, Lubrizol à Rouen, Notre-Dame de Paris et le plomb, Tout à fait. et puis des chantiers dans l'international. C'est les enjeux centraux, ça. Complètement. Effectivement, Séché Environnement, entreprise familiale ETI fondée en 1985 par Joël Séché, aujourd'hui dirigée par Maxime Séché depuis 2019, son fils. Effectivement, un spécialiste d'économie circulaire et de gestion des déchets et de dépollution. Donc, si vous me parlez effectivement de Lubrizol, on s'est occupé effectivement de dépolluer après l'incendie qui a ravagé la Lubrizol, donc tous les résidus dans la ville de Rouen. On s'est aussi occupé de la dépollution au plomb de Notre-Dame, de la crypte qui était sous le parvis de Notre-Dame. Et puis là, récemment, ça fait 2 ans, jour pour jour, que la cathédrale de Nantes a brûlé. Là, c'est anniversaire Oui. malheureux il y a 2 ans. Exact. Et on dépollue au plomb. L'orgue était en plomb. Les jointures des vitraux étaient en plomb. Donc, nos équipes de services d'urgence intervention interviennent depuis 2 ans pour dépolluer la cathédrale de Nantes. Ça veut dire que c'est une entreprise, et on parlera du recrutement évidemment, parce que c'est Bien votre sûr. métier, c'est une entreprise qui grossit aussi par le rachat d'entreprises, on y viendra, mais c'est quand même une entreprise dans la valeur ajoutée et la dépollution. Exactement, notamment. En tout cas, c'est vraiment un axe très très fort qu'on a souhaité développer. On s'occupe vraiment des déchets non dangereux, hospitaliers et effectivement... Et le médical. Hein. Et le médical, tout à fait. Les déchets médicaux qui ont beaucoup fait parler d'eux pendant la crise d'Astri. On a été vraiment une entreprise essentielle. Les équipes ont été extrêmement formidables. Il y a vraiment une mobilisation et on a accéléré les cadences. On a fait des cadences à 20 heures par jour de collecte, alors qu'en général, on en faisait 12. Et on a vraiment mobilisé notre usine d'incinération près de Lyon pour laisser la primeur à l'incinération de ces déchets dangereux. Alors c'est intéressant parce que quand on parle de déchets, on se dit mais comment on fait pour recruter, parce que c'est pas toujours valorisant, c'est compliqué. Alors dépollution, peut-être un peu plus, mais le mot déchet, et pourtant c'est un secteur qui recrute énormément, c'est un secteur qui a besoin d'ingénieurs. Comment ça se passe, vous, la DRH qui est aux manettes? Je sais que vous allez évoquer le développement et le rachat d'entreprises, parce qu'il faut non seulement développer l'entreprise, mais vous rachetez les entreprises. Donc elle grossit par l'externe. Exactement. Comment ça se passe, ça? Mais en fait, les candidats sont très heureux de nous retrouver parce qu'on est vraiment très attractifs. C'est une entreprise, vous l'avez dit en introduction, une grosse ETI familiale. Côté en bourse, hein? Côté en bourse, Faut absolument, préciser, hein. absolument, depuis 1997, et vraiment avec des valeurs entrepreneuriales très très fortes. Il y a vraiment un sentiment d'entrepreneuriat chevillé au corps, je dirais, par Joël Maxime. Ça, c'est très important, avec vraiment une atmosphère très conviviale. Il y a un circuit très court de décision, et je pense que ça plaît beaucoup à nos nouveaux candidats. Mais à tout Comparé le aux monde, d'ailleurs. mastodontes. Exactement, pour les quoi, des fois, ça peut être un Ouais. petit peu plus dur à bouger. Donc là, circuit court de décision. Et il y a aussi une large part qui est laissée à l'autonomie, à la prise d'initiative. Donc en fait, et en plus, on est sur un secteur vraiment en devenir, vous l'avez dit, économie circulaire, gestion des déchets, on prend soin de l'environnement et de la planète. En fait, on est très attractif. Oui, vous êtes très attractif. Alors, il y a quand même des sujets intéressants parce qu'aujourd'hui, ces jeunes, et dont on parle beaucoup sur ce plateau, certains vont dans des start-up, certains vont avoir plutôt envie d'aller dans des très grands groupes et hésitent parfois à aller dans des ETI, notamment certaines ETI où il faut être très opérationnel. Ça, c'est compliqué quand même parce que la réalité, c'est que certains métiers de techniciens, peut-être même d'ingénieurs, la réalité, c'est qu'ils sont quand même les pieds dans la glaise, hein, les pieds sur le terrain, sur les sites de dépollution. Hein. Vous avez raison, ça dépend lesquels, mais vous avez raison. Les ingénieurs, déjà, on va effectivement aller au-devant d'eux dans les écoles d'ingénieurs, dans un tas d'événements qu'on peut aussi construire pour arriver à les capter. Ingénieur chimiste, excusez-moi. Mais vous avez raison, ingénieur chimiste et technicien de plateforme, c'est plus compliqué. Pourquoi? Parce qu'effectivement, il faut récupérer les déchets avant de les diriger vers la bonne filière de traitement, il s'agit de les traiter, de les identifier et d'en connaître leur contenu
de faire des tests en laboratoire, mais le tout se passe sur une plateforme, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, pour ensuite orienter la bonne filière de déchets. Et pour nous, c'est fondamental parce qu'il n'est pas question d'orienter un déchet au mauvais endroit. Donc ça veut dire que vous, la DRH, vous êtes allé sur site pour vous rendre compte, parce que quand on recrute quelqu'un à qui vous expliquez le poste avec vos équipes, il faut être capable de pouvoir lui dire très concrètement, tu vas avoir un job intéressant, tu vas même pouvoir bouger peut-être même à l'étranger, avoir des missions, parce que c'est un groupe international, mais il faudra que tu sois sur site aussi. Exactement, et c'est important ce que vous dites, parce que c'est aussi une valeur très très forte du groupe Séché. On est des gens de terrain. Toute DRH que je suis, il est important aussi d'incarner ma mission sur le terrain, aller voir les business units, c'est la meilleure manière de comprendre le business, et effectivement de pouvoir en parler de manière incarnée quand on a les candidats. Alors là, aujourd'hui, c'est aussi une question un peu traditionnelle. En termes de recrutement, j'ai vu qu'en 2021, vous aviez fait 200 recrutements, peut-être me trompais sur le chiffre. C'est ça, on est en train de faire 200 personnes. Là, vous êtes sur 200, toujours sur ce planning de 200. Exactement. Vous en êtes où, là, sur vos recrutements ? On en a à peu près 140 qui sont effectués, mais on n'est pas à l'abri encore d'avoir de nouveaux besoins. Et pour vous parler un petit peu de la palette des recrutements, elle est extrêmement variée. On manque de chauffeurs, on a besoin de chauffeurs, on a besoin de techniciens de maintenance, d'ingénieurs chimistes de plateforme, j'en parlais à l'instant, mais aussi d'ingénieurs, de commerciaux, d'écologues, de responsables RH, parce que pour faire... Écologues, c'est les analyses, hein ? Alors les écologues, c'est un petit peu différent, et ça c'est vraiment très intéressant d'en parler, parce que c'est vraiment Joël Séché en 85, extrêmement visionnaire. Ah oui, il était très en avance. Très en avance, et Joël et Maxime, bien sûr, qui a compris l'importance structurante de ces écologues. En 85, il se dit, mais en fait, il faut qu'on soit... Je veux de l'excellence environnementale. Donc, il veut toujours faire plus que la norme. Et là, il se dit, mais en fait, on parle, le déchet, vous l'avez dit en introduction, c'est pas très bien vu comment faire. Il a intégré des écologues qui sont vraiment des naturalistes de formation, spécialistes de la faune et de la flore, et qui sont partie prenante de toutes nos décisions opérationnelles. Quand on fait le choix d'une acquisition, quand on fait le choix de démarrage d'une installation, ils travaillent de concert avec nous pour vraiment préserver à chaque fois sur le site la faune et la flore, et vraiment faire des occupations paysagères, c'est sublime. C'est l'industrie dans son environnement. Exactement. Et ces écologues, ils sont relayés par 20 ambassadeurs. On a 50 sites en France, à chaque fois on a 20 ambassadeurs, qui cette fois-ci ne sont pas des naturalistes, ce sont des techniciens ou des fonctions support, mais qui ont vraiment l'appétence pour le faire, et qui vont effectivement relayer. Et donc, qui resitue les enjeux de notre industrie dans un contexte particulier, exactement. La faune, la flore, les grenouilles, la biodiversité, l'ensemble des éléments qui vivent sur le site et autour. C'est exactement ça. Et donc, qui vous permettent de le préserver, si je comprends bien. De le préserver, effectivement. Et puis, et ça, vraiment, c'est très apprécié des riverains. Et on est très, très à l'écoute des riverains. Et d'ailleurs... Ils sont aussi la passerelle de dialogue avec les riverains. Bien sûr. Et d'ailleurs, on communique sur ce qu'on fait. Et nos sites sont ouverts toute l'année. On est à près de 9000 visites par an qui sont réalisées par les chargés de communication. Et je leur rends hommage. Et toujours une visite avec un double regard avec un technicien qui va présenter le site. Et on parle à des riverains, à des écoles, à des élus, à toutes les personnes qui veulent se renseigner sur notre action. On se souvient du débat et de la polémique autour de l'incendie du Brisol, qui se trouvait à quelques pas d'un quartier pavillonnaire et pas très très loin de la ville-centre de Rouen. Exactement. Et nos équipes, pardonnez-moi, sont intervenues, y compris pour aller capter les résidus de cette population, y compris chez les particuliers. En urgence, il faut préciser qu'ils ont été un des premiers quasiment sur le site, avec les pompiers évidemment, mais les techniciens, c'était les hommes du groupe Séché. Bien sûr. La suite, c'est intéressant parce que il y a cette stratégie de recrutement, donc il y a encore 60 postes, si j'ai bien compris. Oui, tout à fait, à peu près. Il y a des écologues d'ailleurs dans les listes des postes à recruter, ou tout est pourvu là chez les écologues? Les écologues, on a nos écologues. Vous êtes au complet sur les écologues. On est au complet sur les écologues, mais on a besoin d'ambassadeurs. Quand on recrute des gens, on s'assure aussi, nous, qu'ils ont vraiment cette appétence, ils ont envie de nous rejoindre aussi parce qu'ils ont une fibre environnementale, et c'est le cas. Alors, un centre de formation, ça c'est intéressant parce que vous n'êtes pas la première entreprise à se dire, après tout, si on peine à recruter, il faut aussi peut-être que dans nos talents, à l'intérieur de l'entreprise, on fasse évoluer ses collaborateurs. Est-ce que c'est ça la stratégie que vous avez en tête? Exactement, et vous l'avez dit, en fait, le mot, c'est-à-dire qu'on a des talents en notre sein, et on s'est dit, on va partir de ces sachants, et c'est au sens noble du terme, qui ont toute l'ingénierie en eux, pour construire des programmes d'ingénierie de formation, d'ingénierie pédagogique. Et on lance un pilote sur des métiers en tension, 3 d'entre eux, technicien de maintenance, ingénieur chimiste de plateforme, on en a parlé, et puis chef de car. Vous savez, le chef de car, c'est celui qui conduit une usine d'incinération. Et en fait, ces ingénieurs chez nous sont d'ailleurs très heureux, je pense qu'on les a sollicités pour se dire, écris-nous un programme de formation, comme ça ne se décrète pas que c'est un métier, on les aide bien sûr avec des pédagogues pour vraiment formaliser le programme. Et l'idée, c'est effectivement de faire monter en compétences nos salariés qui ont besoin de se professionnaliser, mais aussi d'aller chercher à l'extérieur des gens peut-être pas encore qualifiés, qu'on va faire monter en compétences. Donc ça, c'est quand même une réflexion que vous menez avec le groupe et avec le board.
Pourquoi ? Pour contrer la difficulté d'un certain nombre de recrutements sur des postes dont on parlait tout à l'heure, qui, de prime abord, on se dit, oui, la réalité, c'est qu'il faut être bien sur place sur les sites de dépollution. Donc, exactement. Et c'est ça, vous contournez la difficulté en faisant ça. C'est exactement ça. Et parce que ces missions de tension, ils le sont pour toutes les entreprises France entière. C'est pas propre à Séché. Oui, c'est clair. Voilà. Et on sait comment le contourner, on va aller les chercher, on va les former. Et en fait, ce que je leur propose, c'est extrêmement fort parce qu'on leur propose un job, mais on leur propose une montée en compétences et on travaille finalement pour leur professionnalisation à long terme. Alors, on évoquait le caractère international parce que c'est que vous rachetez des entreprises, des secteurs, des pans d'entreprises très précis, très pointus, pour vous doter d'une valeur ajoutée, d'aller chercher des marchés. Vous envoyez, vous la DRH, des ingénieurs, des cadres qui vont partir, je ne sais pas, parce que c'est quand même toujours assez sympa quand on est un jeune cadre ou un jeune ingénieur de se dire... je vais me faire 6 mois en Amérique, aux États-Unis. Comment ça se passe ? C'est exactement ça. Déjà, peut-être pour vous resituer, on a 15 pays maintenant dans le monde, et essentiellement en Amérique latine, en Afrique du Sud, Italie, Espagne, Allemagne. Et effectivement, c'est très attractif. On leur promet ça, et j'ai à cœur de tenir mes promesses. Donc, un jeune, effectivement, qui rentre, il sait que ça pourrait être une passerelle. Et à titre d'exemple, en Afrique du Sud, on a envoyé 2 ingénieurs et 3 commerciaux. Mais attention, pas parce qu'on est des sachants et on est meilleurs, on est mayennais, on est français, on va vous expliquer le travail. Ah, mayennais, il y a du chauvinisme. Il y a du chauvinisme. Là, vous vendez la Mayenne. Mais on apprécie. Mais il y a beaucoup d'humilité d'ailleurs aussi chez les Mayennais, vraiment. Et il y a de très belles entreprises dans la Mayenne. Très belles entreprises, c'est vraiment des régions qui gagnent à être connues, et des gens aussi. Mais en tout cas, on les envoie vraiment en mission en disant, apportez les savoirs qui sont les vôtres, partagez-les, mais surtout, ayez beaucoup d'humilité, ayez beaucoup d'écoute, et revenez avec les bonnes pratiques de chacun. C'est vraiment de la fertilisation croisée. On ne prétend pas tout savoir, on apprend aussi beaucoup des entreprises qu'on rachète. Afrique du Sud, juste sans rentrer dans les détails, mais c'est quoi les missions des ingénieurs sur place ? Quel marché vous avez en Afrique du Sud ? Alors vraiment, on est sur de la gestion de ce qu'on sait faire parfaitement, du déchet non dangereux. Et on a vraiment des techniques extrêmement particulières pour traiter ces déchets dangereux. On est très reconnus, on est très pointus. Et en Afrique du Sud, on a aussi une autre entreprise qu'on a achetée en 2020 qui s'appelle Spiltech, qui fait de la dépollution, là aussi de l'urgence environnementale. Et c'est nous qui avons œuvré récemment à Durban au moment des pluies diluviennes. Donc dépollution des eaux, parce que le gros enjeu, je serais d'accord avec moi, l'eau va devenir aussi rare que le pétrole et peut-être aussi chère. Absolument. Donc c'est vraiment une ressource extrêmement rare qu'il s'agit aussi effectivement de préserver. Et autre exemple, on a aussi agi sur la marée noire du Pérou avec des équipes qui se sont rendues aussi sur place et des équipes aussi de locaux, parce que bien sûr on travaille avec le local. Mais quand vous exprimez là, les missions que mène le groupe Séché, qui sont des missions quand même de très haut niveau et très complexes, ça demande un très haut niveau de formation quand même pour être capable immédiatement d'identifier le produit. Je pense à Lubrizol, savoir exactement ce qu'il y avait dedans, avoir les ingénieurs qui peuvent gérer. Ça demande quand même beaucoup de préparation quand même, et d'entraînement, j'allais dire. Oui, vous avez tout à fait raison. Et c'est pour ça qu'il y a aussi des gens qui sont mentorés, tutorés par des plus anciens. Mais c'est vrai qu'on a besoin de ces ingénieurs chimistes très précis, très rigoureux. Et ce que vous dites est très important, parce que quand on les recrute, on ne s'assure pas simplement qu'ils ont le diplôme. On s'assure d'une posture responsable, attentive. Et parce que pour nous, la sécurité est un élément très, très central. Oui, j'ai lu dans une interview que vous aviez donnée, vous parliez du mot posture. Alors la posture, évidemment, c'est comme pour les sportifs, c'est la façon dont on tient son dos, ses bras, mais dans la bouche d'un DRH, c'est autre chose. C'est quoi la bonne posture dans le groupe Séché ? Eh bien, écoutez, on le disait, déjà les valeurs travail chevillées au corps, beaucoup d'humilité, beaucoup d'écoute, et vraiment se sentir que, il y a vraiment pas d'impasse sur la posture de la sécurité. On est très vigilant à ça, c'est vraiment zéro accident. Et la bonne posture, c'est vraiment une intelligence de situation. Encore une fois, je crois beaucoup d'envie et la notion de travail chevillé au corps. On n'a pas évoqué d'alternance, l'alternance qui reste un point qui... la France a vraiment progressé sur l'alternance, elle a même dépassé l'Allemagne. Absolument, et c'est heureux. Nous dit-on. Comment ça se passe ? Est-ce que vous avez ce centre de formation sur lequel vous travaillez, qui est en gestation ? Bien sûr. Faire monter les talents, les collaborateurs. Et est-ce que l'alternance est pour vous une piste intéressante ? Très essentielle. Je pense que, et moi je suis très heureuse de voir que le modèle est en train de basculer, parce que je trouve ça vraiment très dommageable de reléguer l'alternance à simplement des métiers techniques, pas très valorisés. C'est faux. En fait, on donne une première expérience à nos jeunes, et on sait à quel point c'est compliqué d'avoir toujours cette première expérience, et on est en train de les professionnaliser, parce que finalement le diplôme, c'est une présomption de compétence, alors qu'être sur le terrain, c'est vraiment comment cette compétence, cette connaissance... Les managers, ça vous permet aussi d'observer très concrètement in situ quelqu'un, vous allez dire, lui, il va rester dans le groupe parce qu'il a la posture. C'est exactement ça. C'est un vivier pour nous, ou pas, effectivement. Si ce n'est pas la bonne posture, si on arrive en retard, si on ne fait pas attention à la sécurité, on ne porte pas ses équipements de protection individuelle,
on ne terminera pas. Ouais, avant de parler d'un sujet qui vous tient très à cœur, qui est l'inclusion et qui est une vraie réflexion, notamment sur les chaînes de tri des déchets, parce qu'il faut aussi préciser que vous avez 20% de vos activités qui sont les déchets sur des zones de tri, des sites où on trie le plastique, le carton. Exactement. Vous parlez beaucoup de sécurité. On sent que dans votre entreprise et pour vous, c'est un élément important. Qu'est-ce qui se passe? Les jeunes respectent, vous les soumettez à des formations très strictes en matière de sécurité? Exactement. En tout cas, vraiment, formation sécurité, c'est vraiment le plus, c'est le pourcentage le plus important, là où vraiment on dédie effectivement notre accompagnement de formation sur la sécurité, sur le métier. Très important pour nous d'avoir les gestes et postures. On a un plan qui s'appelle le plan Vital, accident zéro, et c'est vraiment comment on est intransigeant sur le port des EPI, je le disais. Les gens arrivent le matin en bonne santé, ils doivent rentrer chez eux en bonne santé, pas mettre eux-mêmes en difficulté et aussi en difficulté la vie de leurs collègues. Donc il y a une vigilance particulière que la DRH que vous êtes portée sur les questions de sécurité, parce que c'est vrai qu'il faut le reconnaître, quand on est sur un site de dépollution, on ne met pas le harnais, la chute est fatale. Hein. Exactement. Donc le pays, c'est vraiment indispensable. Donc c'est essentiel d'avoir les règles, j'imagine que vous les accompagnez en matière de sécurité, de formation sécurité. Totalement. Formation sécurité au plus haut degré et toutes les équipes. Et puis effectivement, comme je disais, un plan en interne de sensibilisation, le plan Vital. On n'a pas parlé de Waga Énergie parce que c'est un élément important sur le biométhane, parce que c'est une gestion aussi c'est aussi la suite de la manière dont l'entreprise se positionne sur les questions environnementales. Mais tournons-nous vers l'inclusion, parce que ça, c'est un sujet très très important. Et là aussi, par votre parcours, par votre histoire professionnelle, vous apportez aussi à Séché l'idée peut-être qu'on peut avoir une politique d'inclusion dans les métiers du déchet. Racontez-moi. Oui, parce qu'effectivement, nos chaînes de tri, vous voyez bien, c'est des métiers qui peuvent vraiment être ouverts à tout le monde. Et en fait, Joël Séché, dès le démarrage, et effectivement, Maxime a évidemment repris ces éléments-là, a souhaité à ce qu'on puisse accueillir des gens éloignés de l'emploi, dont certains d'entre eux sont en situation de handicap. Et c'est une plateforme de déchets dont on s'imagine bien, vous l'avez dit très, très, très clairement, où on trie du carton, du plastique. C'est accessible à ces personnes-là. Et on espère que ce soit un tremplin pour eux, effectivement, pour se sortir de cette spirale. On travaille notamment avec l'entreprise Trait d'Union en Mayenne et on voudrait essaimer ailleurs en région. Ça veut dire très concrètement, Trait d'Union, c'est la structure associative qui va quoi? Faire les détections, repérer ces jeunes. C'est pas si simple. Non, c'est pas si simple, effectivement. Ils nous aident à détecter les personnes, parce que là aussi, il faut quand même qu'on les encadre et qu'on les mette pas en danger. Et on les fait travailler chez nous sur notre chaîne de tri pour vraiment demain, à amorcer une bascule et un mouvement différent vers le retour à l'emploi. Là aussi, c'est comme ce centre de formation, vous êtes en train de travailler dessus. C'est compliqué aussi. Il faut bien accompagner la personne handicapée, parce que c'est souvent douloureux de travailler sur les chaînes de tri. C'est quoi? On réaménage les horaires? Comment on fait là? Parce que la réalité, c'est que ça aussi, c'est des postes très difficiles, il faut le dire. Est-ce qu'on invente une machine qui trie les plastiques? Est-ce qu'on fait qu'un seul plastique pour éviter le débat de tous les plastiques? Parce que le tri vient des plastiques très différents. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il y a une réflexion menée par votre groupe qui se dit, après tout, ou un exosquelette, ou comment on fait? Alors, on est doté, nous, déjà de machines qui font des tris. Donc, les tris dont je vous parle sur cette chaîne de tri-là... C'est la fin du tri, en fait. C'est vraiment des matériaux très grossiers, j'allais dire, qu'on reconnaît. Et on fait très attention, effectivement, aux gestes et postures. On change tous les quarts d'heure. On a incliné le siège pour qu'il soit d'une certaine manière. Donc, on a effectivement mis au point beaucoup de trucs ISU, je dirais, accompagnés des réflexions des ergonomes et de la R&D, pour accompagner au mieux ces personnes et qu'elles soient dans une posture effectivement au quotidien plus facilitante. Avant de nous quitter, je me tourne vraiment vers la DRH. On a parlé beaucoup d'entreprises que vous rachetez, qu'il faut intégrer, il faut leur mettre les peintures séchées. Comment ça se passe pour la DRH? Comment on fait là en termes d'organisation des contrats? Comment on remet tout ça en règle? Parce que ça aussi, même si vous êtes centré sur la formation, fait partie du cœur de métier. Quand vous récupérez une entreprise, elle a ses propres règles, elle a ses propres niveaux de salaire, elle a ses conventions. Comment ça marche, ça? Absolument. Déjà, la DRH, puis j'ai envie d'associer toutes mes équipes. Et toutes les équipes, oui, vraiment, et leur rendre un salut, parce que je suis entourée d'équipes merveilleuses, très engagées, très techniciennes, très pro, avec pour le coup, une très belle posture de business partner, et qui travaillent de concert, pas simplement avec la RH, parce qu'on est vraiment, on relie les mondes, avec les opérations, c'est aussi les managers qui nous aident à intégrer ces gens, c'est aussi le commerce. Donc vraiment, je tiens à le dire, parce que vraiment un travail d'équipe très fort, et on est extrêmement soudés, on avance dans le même sens. Là, il s'agit effectivement de déjà regarder de quelle convention collective
directive il s'agit. On peut la voir, on peut effectivement la découvrir, et puis on regarde effectivement les avantages sociaux, les rémunérations, et on est très très attentif aussi à intégrer les gens dans un mindset séché. Très important pour nous de nous rejoindre et d'adopter la culture séchée. Les valeurs et la culture. Très très important. Tiens, d'ailleurs, il y a un mot qui n'est pas apparu du tout dans notre échange, c'est le mot dialogue social. Je l'ai introduit en disant qu'il y avait des DRH focus dialogue social. Il y a quand même du dialogue social chez Bien vous. sûr. Vous avez signé un accord, j'imagine, télétravail. Enfin, Bien sûr. Ça se passe bien? Ça se passe très bien. C'est un dialogue social qui est vraiment très à l'écoute, très constructif. Je pense qu'on a des parties prenantes vraiment dans le dialogue et dans l'écoute, et on essaie de faire la même chose. Donc on a un dialogue social qui est sain, qui est constructif et qui nous fait avancer. D'ailleurs, on parle d'hybridation du travail pour les cadres et ceux qui sont, j'allais dire, l'école blanc, mais tous ceux dont on a parlé et qui sont d'ailleurs des futurs cadres de chez Séché, ceux qui sont sur site, comment on fait pour compenser? Parce qu'ils vous disent, mais attendez, les bureaux, en 2 jours, 3 jours, moi je suis sur site 5, 6, et il faut que les sites soient protégés toute l'année. Comment ça marche là? Vous avez raison. Signer un accord de travail, vous le disiez, on l'a fait 2 jours, mais vous avez raison, c'est que pour l'école blanc. D'ailleurs, petite remarque très intéressante, les gens ne se sont pas rués sur la prise des 2 jours. Il y a beaucoup de gens, et à commencer par mes équipes, à dire mais non, mais en fait notre rôle à nous d'être sur le terrain en business partner des patrons d'opération, donc on va prendre si on a besoin. Si on habite loin, on prend. Sinon, notre place est sur le terrain. Oui, puis il y a quand même un service public à rendre à vos clients quand même. Exactement. La dépollution des eaux des industries, Covid ou pas Covid, j'imagine que vos hommes étaient sur le terrain. Bien sûr. Et alors, pour revenir encore sur le télétravail, les gens qui ne sont pas éligibles, eux, effectivement, c'est la raison pour laquelle on a vraiment cette politique sécurité très forte et on les dote en EPI, parce qu'on leur doit la sécurité au quotidien. Ils sont vraiment, eux, sur le site 5 jours sur 5, voire. Allez, avant de nous quitter, l'année qui arrive, là on va partir, tout le monde va partir un peu en vacances, se reposer, vous allez rattaquer septembre. C'est quoi votre année là? Qu'est-ce qui va s'écrire? Le centre de formation, l'idée de créer vraiment ce centre? Absolument, de démarrer, de mettre encore des gens complémentaires. Et puis là, on est en passe, vous l'avez dit, d'intégrer les eaux industrielles de Veolia. On était en passe de l'être, ça y est, c'est fait? En passe de l'être, je respectais sur ce qu'on est en train de faire avec... ça veut dire 300 collaborateurs de Veolia, précisément, traitement des eaux industrielles? Absolument, et vraiment, c'est des parts de marché supplémentaires parce qu'on était déjà sur le traitement des effluents industriels. Donc on va récupérer ces eaux qui sont effectivement polluées, dont on va enlever et que vous rendez au client. Et qu'on rend au client. C'est-à-dire que vous lui retirez tous ces éléments chimiques et dangereux. Exactement, on le purifie. Vous voyez bien que là, on est en train de faire une boucle vertueuse de décarbonation. Donc en cela, on participe aussi à décarboner les activités de nos clients. On a une spécificité très précise là-dessus sur les solvants industriels. On récupère du solvant chimique, des industries chimiques, pharmaceutiques extrêmement souillées. Et ce solvant, on le rend à 80% dépollué, ce qui fait que ces entreprises-là sont en train plutôt que d'acheter un solvant neuf qui est très riche en hydrocarbures, finalement contribuent à abaisser leurs émissions de carbone de 85%. Donc vous dépolluez le solvant et il revient en économie circulaire dans la boucle économique et resservi au client derrière qui peut le réexploiter. Exactement. Au lieu de prendre un solvant neuf, bourré d'hydrocarbures, donc en cela, on contribue à décarboner les activités de nos clients. Merci beaucoup Valérie Burgorg d'être venue nous rendre visite. DRH du groupe Séché, 5000 collaborateurs en France et dans le monde, et bientôt 5003, puisque... Et ce n'est qu'un début. Ce n'est qu'un début. Entreprise, entrepreneuriale, croissance, chevillée au corps. Chevillée au corps, une très belle ETI, cotée en bourse, faut-il le rappeler, créée il y a 35 ans. Absolument. Par quelqu'un qui était visionnaire sur ces questions d'environnement, de retraitement des déchets. Merci de nous avoir rendu visite, et puis je vous laisse peut-être partir en vacances et puis préparer votre centre de formation et tout ce que vous avez à gérer pour la rentrée de septembre. Merci de nous avoir rendu visite. Tout de suite, ces fenêtres sur l'emploi. On parle des cadres. Tiens, ça va vous intéresser. Est-ce que les cadres vont évidemment être augmentés en 2022? On va tout savoir avec Julien Breuil et c'est tout de suite. Et fenêtre sur l'emploi. On parle des cadres, on parle du salaire des cadres. Vont-ils être satisfaits? Parce que évidemment, on en a beaucoup parlé sur ce plateau, ils réclament des augmentations de salaire. Et puis on va parler évidemment de l'inflation. On en parle avec Julien Breuil, le monsieur chiffre du salaire des cadres, directeur des relations entreprises au groupe EDC Business School. Julien, bonjour. Bonjour. 2022, ça sera l'année d'un rattrapage exceptionnel? En tout cas, ça en a tout l'air et ça en prend vraiment le chemin, puisque on voit, il y a une forte attente des cadres d'être augmentés, il y a des indicateurs macroéconomiques qui sont mauvais, je pense à l'inflation, donc effectivement, ça amène la discussion et ça, j'allais dire, amène les cadres à demander une augmentation. Et dans ce qu'on voit dans les premiers résultats, on voit que 41% des cadres ont déjà été augmentés. Oui.
parce que vous savez que le process de Les rémunération... NAO, Exactement, les NAO dans certaines entreprises ont déjà été actés. certains évoquent de nouvelles NAO d'ailleurs. Je ne sais pas si vous avez. Ah, Certains redemandent un nouveau c'est rang. fort probable parce que, en fait, c'est vrai que d'ailleurs, la demande d'augmentation, selon les entreprises, est toujours très variable. Donc, ça peut être en fin d'année, ça peut être en début d'année. Parfois, on demande effectivement en milieu d'année si on peut avoir une nouvelle Et ça augmentation. arrive que 6 mois plus tard. Voilà, et ça arrive 6 mois plus tard. On sait que le process, en général, est opaque. On l'a vu dans d'autres études. Mais enfin, en tout cas, aujourd'hui, on sait à date que 41% ont été augmentés. Et 19% des cadres pensent qu'ils le seront. Ce qui nous amènerait à peu près à 60% des cadres qui seraient augmentés. On va le mettre au conditionnel parce que les 19% ne le seront pas forcément tous. Oui. Néanmoins, ça reste un chiffre qui serait historiquement élevé. 66% des cadres ayant changé l'entreprise ont été augmentés. Ce qui revient à la théorie que vous portez souvent. Oui. Si tu veux être augmenté, Ah oui. sors et reviens. Il faut partir pour gagner plus, C'est ça. c'est une constante. Alors, c'est intéressant de noter d'ailleurs que 66% des gens qui ont quitté leur entreprise ont été augmentés. On a un autre chiffre qui est 63% des gens qui ont changé de poste qui, eux, ont également été augmentés. Donc, on voit que le delta n'est pas si important. Là où le delta serait important, c'est sans doute dans le montant de l'augmentation. Et on sait que le montant de l'augmentation est un sujet crucial. Oui. Et là, pour le coup, il vaut mieux partir et quitter son entreprise que rester dans son entreprise. Donc ça n'a pas changé malgré la crise. Ça n'a pas Covid. changé. C'est si tu veux vraiment faire un bond de salaire, tu ne restes Oui. pas dans la boîte. Ah oui, c'est constant parce que effectivement, on parlait tout à l'heure de la NAO. Bon, la NAO, dans les bonnes années, va tourner aux alentours de 2%, on le verra. Hein. C'est d'ailleurs pour ça que, globalement, le critère de la rémunération n'est jamais un critère qui satisfait toujours les cadres et qui permet de les fidéliser de manière très longue. Ouais. Ça permet de jouer pendant, à court terme ou moyen terme, mais pas forcément à long terme. Ce qui est intéressant, c'est que la NAO, c'est 2%. La volonté d'augmentation des cadres, on l'avait vu sur une étude IFOP, c'est de 7%. Et lorsqu'ils changent d'entreprise, on est à 15%. J'allais dire aujourd'hui, sur certains métiers, on peut peut-être aller même encore plus loin que ces 15%. Alors il y a un sujet qui est intéressant parce que là on avait une étude très macro, mais ce qui est intéressant c'est de voir secteur par secteur. Oui, tout à fait. Et on voit qu'il y a quand même de très très fortes disparités. Oui, c'est d'ailleurs pour ça que la rémunération est un sujet qui est excessivement clivant et que finalement on n'arrivera jamais à satisfaire l'ensemble d'une population parce que quel que soit votre âge, vous aurez une différenciation. Alors vous allez me dire c'est assez logique, on peut dire qu'en gagnant de l'expérience, on est un peu plus rémunéré qu'en débutant sa carrière, même si on note que le salaire moyen des jeunes diplômés augmente. Ce n'est pas le directeur des relations entreprises qui n'en sera pas satisfait, au contraire. On voit néanmoins que par exemple l'industrie rémunère plus que les services. On est plutôt à un salaire médian de 55 000 euros versus 50 000 dans les services. Là, il y a une volonté de créer de l'attractivité. Exactement, créer de l'attractivité, parfois métier à valeur ajoutée sur des compétences techniques très spécifiques. Métier rare, ouais. Donc des métiers rares, donc des métiers qui sont rémunérés un petit peu plus que la moyenne, en tout cas de l'ensemble des cadres, puisque je le rappelle, le salaire médian des cadres, c'est 51 000 brut. Et la disparité toujours présente, ça c'est important de le signaler, même si les chiffres diminuent, l'écart diminue, mais entre les hommes et les femmes et les hommes. Exactement. Alors c'est vrai qu'il y a toujours cet écart-là en termes de rémunération. Salaire médian des cadres masculins, 54 000 euros. Salaire médian des femmes, 47 000 euros, ce qui fait un écart d'à peu près 15%. Ce qui est intéressant, c'est que cet écart-là tombe à 7% à niveau de poste équivalent et niveau d'expérience. Ce qui veut dire qu'effectivement, il y a quand même un rattrapage qui se fait, mais il y a toujours un retard. D'ailleurs, les femmes l'expliquent très bien, elles se sentent moins accompagnées, en tout cas dans la demande d'augmentation, elles ont ce sentiment-là. Puisque Elles osent peut-être elles moins. osent sans doute moins demander. En tout cas, 47% d'entre eux le déclarent. Alors, comme je dis toujours, hein, verre à moitié vide, verre à moitié plein, on n'est pas loin des 50%, mais ça fait quand même un fort pourcentage de cadres féminins qui ont le sentiment de ne pas pouvoir être à même d'aller demander une augmentation librement. Alors on va parler de la fidélisation, parce que c'est vrai que l'argent est souvent le nœud de la guerre, mais pas seulement. Mais quand même, il y a un secteur qui cartonne, c'est la tech, Oui. où là j'ai le sentiment que les chiffres sont supérieurs à la moyenne. Oui, alors clairement... Il n'y a pas de doute là. Il n'y a aucun doute là-dessus, les chiffres sont supérieurs à la moyenne. On revient au sujet qu'on abordait tout à l'heure, pénurie, compétences rares, besoin de transformation des entreprises. Donc effectivement, on va aller rémunérer davantage des profils qu'on n'arrive pas à trouver que des profils effectivement où on aura un peu plus de facilité, même si j'attire quand même l'attention sur le fait qu'aujourd'hui tout profil reste compliqué, même si des profils, j'allais dire, de commerciaux semblent être des profils qu'on peut recruter de manière assez facilement. Très demandés, Ce quand n'est même. pas vrai, ils sont aujourd'hui très demandés. Les compétences ont Entièrement. fortement évolué sur ces métiers-là, notamment dans l'utilisation Et des réseaux exigeant, si je ne m'abuse. sociaux. Et exigeant. Ouais. On ne recrute pas les commerciaux comme il y a 30 ans ou comme il y a 20 ans. Non, tout à fait, parce qu'effectivement,
on leur demande plus, eux demandent un fixe plus élevé, avec toujours une structure de rémunération variable importante, malgré tout, parce que c'est le propre d'une fonction commerciale. Et donc, on a des difficultés pour les attirer et pour les fidéliser. Alors, la rémunération, l'augmentation, vous le dites, et ça c'est important, on en a déjà parlé, c'est pas le critère certain de satisfaction ou de fidélisation. Alors, ça compte, Oui, mais il n'y a plus que ça. Il y a d'autres critères qui rentrent en ligne de compte. Il y a énormément d'autres critères. Alors, je pense qu'on l'a abordé, d'autres personnes sur le plateau ont dû l'aborder aussi. C'est vrai que selon les études qu'on peut voir, il y a toujours d'autres critères qui apparaissent. Alors, en tout cas, pour quitter son entreprise. C'est-à-dire qu'effectivement, parfois, on cite le manager. C'est à cause du manager qu'on part. Là, dans l'étude, effectivement, notamment du BCG, on voit que c'est plutôt l'équilibre vie pro, vie perso. Et on sait que c'est un sujet qui est devenu primordial, notamment pour les cadres et pour l'ensemble des salariés français. Et finalement, lorsque je quitte mon entreprise, ce n'est pas la rémunération qui m'amène à quitter cette entreprise. En revanche, effectivement, si j'ai l'opportunité de trouver une rémunération plus élevée, avec un confort de vie qui reste plus ou moins le même s'il peut être en deçà, là, je vais saisir l'opportunité. Mais à niveau de salaire équivalent, bien sûr, l'équilibre de vie sera naturellement en tête. Alors, il y a l'équilibre de vie, vous l'évoquiez, qui commence, et le premier critère de démission, plutôt que le salaire. Ça, c'est intéressant. C'est quoi la différence? Alors, l'équilibre de vie va être plutôt à 23%, c'est-à-dire effectivement, 23% des salariés français, parce que c'était une étude internationale menée par le BCG, montre que c'est plutôt l'équilibre de vie pro, vie perso qui va être le premier critère de démission. En deuxième, on aura la rémunération. Donc ça prouve bien qu'effectivement, c'est plutôt un sujet plus global que le sujet purement financier qui va les amener à quitter leur entreprise. Et puis ce chiffre que je trouve intéressant, 55% des salariés considèrent que leurs compétences ne sont pas considérées à leur juste valeur. Alors ça, c'est très intéressant parce que c'est un peu nouveau. Le fait que leurs compétences ne soient pas prises en compte. Ça existait déjà avant Covid, ce sentiment que ces compétences ne sont pas valorisées à la bonne hauteur. Si on aborde ce sujet de valeur, en tout cas d'avoir le sentiment de ne pas être rémunéré à sa juste valeur, ce qui est déjà compliqué en termes de... Parce qu'on l'entend souvent. Intellectuellement. Je suis sous-payé pour le dire. Voilà. Mais aujourd'hui, l'ensemble des salariés français ou l'ensemble des cadres vont avoir le sentiment de ne pas être rémunéré à sa juste valeur, ou en tout cas en rapport avec son engagement. Ça peut venir effectivement au process de rémunération, à la transparence de la politique salariale, qui est toujours aussi un peu complexe, et puis à une problématique qui est, j'allais dire, presque personnel. On a souvent le sentiment, non pas de valoir mieux que ce qu'on vaut, mais en tout cas de vouloir plus que ce qu'on a, et ça c'est naturel. Et donc naturellement... C'est très humain ça. C'est très humain. Et Julien, avant de nous quitter, quand même, il y a un focus sur l'inflation. Il y a beaucoup d'entreprises qui nous le disent ici en plateau. Attention, il ne faut pas augmenter trop les salaires, parce que quand l'inflation va refluer et qu'elle va revenir à des seuils à peu près normaux, les salaires, on ne les fera pas baisser à la hauteur de la baisse de l'inflation. C'est un des enjeux de négo, ça aussi. Alors c'est un gros enjeu de négo. C'est vrai qu'il y a le sujet... alors on peut l'aborder du sujet économique avec le sujet de l'inflation. On peut l'aborder aussi sur l'angle humain. C'est-à-dire qu'est-ce que je fais par rapport à des profils que je vais rémunérer très cher et que je vais aller chercher, par rapport à des profils qui sont aujourd'hui dans l'entreprise et que je vais faire évoluer. Je ne pourrais pas augmenter jusqu'à l'infini, ce qui créera des disparités, ce qui créera forcément un sentiment d'injustice et donc, quelque part, des démissions, et ce qui n'est sans doute pas le souhait affiché par les entreprises. Merci Julien. De rien. Breuil, directeur relations entreprises du groupe EDC Business School. Merci de nous avoir rendu visite. On en saura plus en septembre et dans le dernier trimestre pour savoir si de nouvelles NAO vont être validées et de nouvelles augmentations. Vous viendrez peut-être nous en parler sur le plateau. Avec plaisir. Merci Julien d'avoir été un fidèle participant à l'émission Smart Job. Bonnes vacances à vous évidemment. Merci. J'imagine que vous allez prendre quelques jours. Et puis nous on va continuer encore quelques jours à faire cette émission Smart Job. C'est terminé pour aujourd'hui. Je serai là bien sûr demain. Merci à vous, merci à toute l'équipe, merci à Kylian pour la réalisation, merci à Thibaut pour le son, merci à Fanny Griesmer et merci à Lily. Merci à vous pour vos messages et votre fidélité. Je vous dis à demain. Bye bye.